Bonjour à tous, donc voilà, moi c'est Christophe Chassard, je suis INRA, un chercheur, nutritionniste de formation et plutôt microbiologiste pour le coup, donc je vais vous parler forcément un peu de microbes. Je vais commencer aussi par remercier Inès de Romain-Loire qui m'avoir invité aujourd'hui à présenter. Là, je vais essayer en une vingtaine de minutes de vous donner un peu un regard, peut-être un poil différent même pour vous, professionnels, sur le fromage. Un point nombre de base, notamment la pâte nutritionnelle, qui est souvent oubliée. On vend le goût, on vend l'authenticité, mais au début, c'est quand même un aliment à la fois traditionnel très intéressant. Et après, on va pouvoir construire des choses sur l'aspect vraiment santé. Bon, les deux sont liés pour le coup. Mais c'est assez stratégique dans cette approche, je pense, qu'il faut construire. Cette approche bénéfice-risque. Voilà, aujourd'hui, les décisions sont beaucoup prises sur le risque, qui est bien caractérisé, qui est bien connu. On n'a sans doute pas fait assez d'efforts pour connaître, comprendre quels étaient les bénéfices des aliments au sens large, en particulier des aliments fermentés et du fromage. On a besoin de travailler sur ces questions-là. Malgré tout, on a déjà des données disponibles que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc il y a déjà des motifs sur lesquels on peut construire et on peut bâtir aussi des programmes un peu ambitieux qui sont vraiment, je pense, très stratégiques pour les filières des crus, mais bien au-delà. Je commence toujours ma présentation en passer sur le fromage, réfléchissant sur les aliments fermentés, parce que ça permet de voir un collectif plus large. L'aliments fermenté, et un fromage fait partie des aliments fermentés, c'est de la matière première et des micro-organismes. Et pour la plupart des aliments fermentés dans le monde, c'est une matière première et un consortium microbien. On n'est pas dans une approche ferment, on a une approche vraiment un peu dynamique de communauté, parfois pas bien connue, en tout cas pilotée. Et c'est toujours important de le rappeler avec un historique de dizaines de milliers ou de dizaines de milliers d'années selon les produits, une histoire extrêmement ancienne et avec une évolution dans le temps vers des process. Pour le coup, c'est pas votre cas sur l'aspect fermier, mais pas mal industrialisé avec la... Voilà. On parle souvent parfois du pathogène dans les crues, mais globalement, les pathogènes infectieux, elles déclinent. Elles déclinent très fortement. Par contre, en parallèle, il y en a qui augmentent. Et très fortement. Notamment les pathologies auto-immunes, ou d'autres pathologies liées aussi à l'hôte, l'allergie, l'eczéma, et qui augmentent de façon parallèle. Alors, derrière ces questions-là, derrière cet effet-là, on peut mettre pas mal de choses. Voilà, je travaille sur l'environnement, évidemment c'est la pollution qui a aussi un rôle. Moi je travaille sur les micro-organismes, donc je vais vous proposer à la fois une entrée, après à vous de voir si vous la prenez ou pas, ou si vous êtes d'accord avec moi. Mais globalement, ça coïncide aussi avec clairement l'hygiénisation un peu à outrance de la société. Ces 20, 30, 40 dernières années, globalement, on a moins d'exposition à un certain nombre de facteurs environnementaux, notamment aux micro-organismes. C'est vrai presque pour tout, c'est vrai à la maison, c'est vrai au travail, c'est vrai dans votre vie quotidienne, c'est vrai dans les aliments, voilà, même le lait, un producteur de lait, le lait est de plus en plus aussi microbien, même le changement avec le lait, elle a tendance à baisser. Si on fait un bond qu'on se décale aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes allé récemment, moi ça m'a choqué il y a peu. Avant il avait tendance à laver les fruits et légumes, maintenant il les lave et il les cire. On a fait une étape au-dessus, dans cette hygiénisation. Et ça, c'est pas tout à fait neuf. Quand on regarde quelques pathologies aux États-Unis par rapport à l'Europe, notamment les allergies alimentaires, ils sont à 4%, mais on a 2%. Voilà, pour une vie occidentale qui est assez différente. Voilà, je pense qu'il y a des grands questionnements là-dessus, et pour le coup, il y a beaucoup de la recherche microbiotationnelle qui s'appuie sur ces problématiques-là et qui veut trouver des réponses. Mais à nous, peut-être aussi de les utiliser, de travailler un petit peu en interaction pour aller un petit peu plus loin. Je prends 2 minutes pour vous présenter un peu le microbiote et pour vous dire, voilà, ce microbiote, il est intéressant et il peut être vraiment utile pour vous en termes de communication, je pense. On va tout dérouler, ça va être d'abord, on parle souvent du microbiote, mais en fait, il y a des microbiotes. Voilà, chaque environnement de l'hôte est colonisé par un micro-organisme. C'est assez intéressant parce qu'il y a plein de champs de recherche. Je pense que je ne sais pas si vous avez vu récément, même L'Oréal, par exemple, sur la peau, travaille sur le microbiote de la peau et commence à se poser des questions par rapport au nettoyage des vaste système de la peau et finalement à détruire l'écosystème microbien qui protège aussi le derme. C'est mieux aussi pour la mesure du microbiote. Je vous avais dit ça en début de présentation, mais je vous le rappelle, quand vous regardez votre voisin, il héberge plus de micro-organismes que de cellules humaines. C'est un facteur 10. Donc on est vraiment un supra-hôte avec une majorité de micro-organismes qui pour le coup vivent en symbiose avec nous. Une symbiose quasi parfaite parce que vous allez voir, le microbiote peut nous protéger, mais globalement aussi produire des choses que l'hôte par lui-même ne peut pas. Typiquement par exemple certaines vitamines qui sont produites par le microbiote, et plein d'autres fonctions. À tel point que maintenant, il y a des scientifiques qui commencent à parler de super-organismes, parce que voilà, le microbiote, on a parlé à un temps que c'était vraiment un organe qui était un peu oublié. C'est vraiment un organe, on peut s'en passer, on peut en science, dans des rats, dans le microbiote.
N'empêche qu'il y a une fonctionnalité qui est vraiment importante et qui interagit. J'aurais pu en faire plein de slides, mais j'en ai repris 3 qui est aussi un lien, à mon avis, avec ce qu'on va dire dans ce moment sur l'aspect fromage et sur les premiers résultats qu'on a des études épidémiologiques. Ce qu'on sait de ce microbiote-là, c'est qu'il est clé pour des fonctions métaboliques majeures. L'exemple le plus simple, alors c'est pas forcément lié au fromage, mais vous allez le constater, vous pouvez le constater tous les jours, hein, c'est la dégradation notamment des fibres alimentaires. Qui est, voilà, l'homme n'a pas les enzymes pour dégrader des fibres. En fait, elles sont fermentées au niveau intestinal. Vous mangez des céréales, pour le coup, en fait, c'est votre flore qui travaille. Mais c'est aussi pour plein d'activités, hein, notamment protéolytiques, hein, en lien aussi avec la matrice laitière. Un rôle, pour le coup, qui doit vous parler, hein, c'est la question de la résistance à la colonisation pathogène. Vous avez une flore qui est dense, qui colonise un espace, c'est bien vu ici pour un pathogène pour pouvoir envahir, pour pouvoir infecter un autre. C'est aussi sur un fromage, hein, ça fait partie de stratégie de protection, mais ça nous rappelle quand même une chose intéressante sur le légume. Hein. Cette flore endogène, hein, qui est là, qui est dense, peut permettre de se défendre finalement par elle-même en termes de stratégie. Et de plus en plus aussi, tout ce qui va être l'homéostasie intestinale. Alors, j'ai fait le lien avec le système immunitaire, c'est aussi un lien avec l'aliment et peut-être les crues, et même les premiers résultats qu'on peut avoir sur les études épidémiologiques. C'est quelque chose qu'on commence à connaître assez bien, hein, ce dialogue-là. On parle même d'éducation du système immunitaire via le microbiote intestinal. On le présente dans les micro-organismes pour comprendre, connaître, s'adapter. Et il y a deux petits mots-clés que vous devez retrouver aussi très largement, même dans la littérature, on voit la grande public. Hein. Quand on parle de microbiote, on parle souvent d'équilibre, des équilibres. En science, on appelle ça eubiose, dysbiose, mais c'est assez stratégique pour bien comprendre ce qui va se passer. C'est que l'objectif, c'est d'atteindre l'eubiose, l'équilibre. L'équilibre un peu global, hein, notamment au niveau de la composition, au niveau de la fonctionnalité, et malheureusement, on peut être dans des situations qu'on appelle le dysbiose. Donc là, en gros, le déséquilibre. Et aujourd'hui, alors, je ne dis pas que le microbiote est la source de tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans plein de pathologies, on trouve un microbiote qui est perturbé. Donc on trouve des dysbioses. On ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence. Hein. On bien, on ne sait pas encore tout ça. N'empêche qu'on le remarque, c'est des faits. Avec toute une liste de pathologies, alors vous avez une bonne petite tartine, hein, j'en ai quelques-unes qui sont pour le coup les mieux démontrées, avec à la fois un axe qu'on appelle intestin-cerveau qui est de plus en plus marqué. Même nous, au labo, on s'amuse à sélectionner des micro-organismes qui vont faire grossir ou maigrir des animaux, et pour le coup, qui viennent parfois des fromages, donc qui pourraient avoir des intérêts même à l'application de santé, parfois sur des personnes qui peuvent être fragiles, il s'agit de faire grossir, ou des mobiles, notamment le poids. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, un aliment gras et salé. Voilà, déjà on commence à un peu évoluer. C'est plus tout à fait ça, c'est même avec des fonctions qui peuvent être ciblées. Plein de pathologies fonctionnelles qui sont associées, j'y reviendrai plus à la fin sur des choses comme l'hypertension artérielle, ou la vitalité cellulaire, où on a des données qui sont franchement contradictoires par rapport au message général des cliniciens actuels. Il y a plein de paramètres qui peuvent influencer le microbiote. Alors, je ne les pas tous. Je veux juste mettre un petit focus sur les facteurs environnementaux, parce que parmi les facteurs environnementaux, en fait, la nutrition et le régime alimentaire, c'est un paramètre qui est majeur. Et que du coup, quand vous parlez environnement et nutrition, vous remplacez avec fromage, et on peut commencer déjà à se poser la question, c'est qu'est-ce qui existe en termes de données sur l'impact du fromage, sur le microbiote, et le lien qu'il peut avoir avec la santé. Alors pour le coup, il n'y a pas tant de choses que ça qui existent. Hein. J'ai trouvé quelques études, mais qui sont déjà un point de départ. Hein. Des études de collègues notamment parisiens, c'était une qui avait engagé ces premières études avec Lucas Montbert, mais qui était intéressante parce que elle avait vraiment démontré que les glucides fromagers pouvaient transiter dans le tube digestif, ils pourraient aller jusqu'au bout, ils pouvaient être actifs. Ça, c'est un élément qui était intéressant, clairement un élément de colonisation temporaire, mais qui nous fait penser à une possible activité, notamment en zone probiotique. D'autres collègues, plutôt sur la zone de Franche-Comté, hein, avec les Poligny, mais aussi le CHU de Besançon, avaient travaillé sur d'autres impacts de santé, hein, notamment la résistance aux antibiotiques, hein, quelque chose d'assez stratégique aussi dans le futur, et qui avait pu démontrer qu'il y avait une réduction un peu de ces espèces qui étaient multirésistantes, notamment aux antibiotiques. C'est des bouts de manie quelque part, quelque chose, mais ça nous donne quand même quelques pistes pour commencer à travailler et réfléchir à des programmes plus ambitieux. Et si je voyais mon histoire, notamment hygiénisme, là on peut dire, c'est tout en bas, c'est avec cette stratégie-là, hygiénisme, peut-être la façon la plus intelligente d'apporter le microbiote, c'est pas d'arrêter de laver sa cuisine, vous savez non, c'est peut-être de commencer à manger des aliments riches, et qu'on appelle des aliments microbiens, pour commencer à avoir cette interaction, et peut-être aussi tout dans la vie. C'est pour ça que c'est une question qui est assez sensible, parce que aujourd'hui on peut éventuellement faire des recommandations, on va tabler les crues dans les premiers temps de vie. Est-ce que c'est pas ces premiers temps de vie ou c'est stratégique dans la stratégie d'éducation du système immunitaire? Est-ce que les conséquences, peut-être dans 5 ou 10 ans, c'est plus d'enfants qui seront allergiques? Et du coup, comment on approche ce bénéfice-risque? C'est pas simple, hein. J'ai pas de leçon à donner, mais par contre,
je pense que collectivement, il faut qu'on s'interroge sur cette stratégie-là et qu'on arrive à cette approche bénéfice-risque la plus précise possible en ayant collecté, comme je disais, voilà, on va mettre en place des programmes de recherche, on commence déjà à le faire, on va continuer à le faire pour voilà, avoir une réflexion sur la plus éclairée possible. Quelques éléments pour le coup qui sont déjà publiés, hein, donc on a des choses qui sont déjà disponibles, que vous pouvez aussi utiliser, hein, qui nous aident aussi à la construction des projets. Il y a un grand programme européen qui s'appelle Pasture qui a été lancé dans les années 2000, avec tout un consortium, il y avait des Français, notamment le groupe de chemin de Besançon avec Dominique Butan qui est souvent actif aussi pour défendre les crues. Piloté majoritairement par des Allemands, des Suisses et des Finlandais, et qui s'est aussi posé cette question-là, hein, même partant d'un constat simple, hein, les pédiatres, notamment en Suisse et en Allemagne, avaient remarqué qu'ils avaient dans leur cabinet plus d'enfants qui étaient élevés en ville, et qu'il y avait beaucoup de petits élevés à la campagne, notamment avec des risques majeurs d'allergie. C'est un peu le constat. Hein. Du coup, ils se sont posé la question, et pourquoi? Est-ce que c'est seulement l'environnement ferme, ou c'est plus que ça? Et progressivement, ils ont construit justement une recherche qui nous a amené jusqu'à l'aliment, qui nous a amené jusqu'aux lait cru, pas de fromage cru, on a le lait cru. Et récemment, avec des données sur le fromage. Donc vous voyez comment parfois d'une petite observation, on peut construire un programme, petit à petit on peut avancer. Ce qui est important, c'est de regarder ici en 2004. Voilà, je sais qu'il y a une urgence qui est forte. La recherche, ça se fait sur des temps longs. On bâtit petit à petit, on met des briques. Voilà, il faut avancer aussi solidement pour avoir une forte assise. Et je pense que c'est très important aussi dans tout ce qu'on va faire demain. Quelques éléments, c'est quelques publications que j'ai prises, voilà, celles qui me paraissaient les plus intéressantes, les plus appropriées avec le sujet du jour. Hein. Très rapidement, ils ont identifié notamment que le lait cru, donc le lait cru, de mémoire, c'était quand des enfants consommaient dans la première année du lait cru, des sources de lait, qui avaient un effet de protection des médicasmes, notamment quelques pathologies allergiques. Alors ils avaient postulé que ça pouvait avoir un lien avec les protéines du lactosérum, parce que ce n'était pas si clair que ça. C'est juste une supposition qui n'a pas été confirmée d'ailleurs, mais c'était une observation qu'on appelle vraiment épidémiologique. À ce stade-là, ces gens-là ne démontrent pas, par exemple, une activité. Ils essaient de trouver des corrélations entre une baisse d'une pathologie dans une cohorte globale, et après, des facteurs environnementaux, des facteurs alimentaires. N'empêche que ça pourrait être très très fort. Ils le retrouvent très vite. Ils sont allés encore un petit peu plus loin, donc voilà, ils ont continué toujours sur le lait cru, avec une ouverture qui était assez intéressante sur les infections respiratoires. Alors vous pouvez vous dire par exemple respiratoire, mais pourquoi? Quel lien? Depuis très récemment, on travaille sur le microbiote qu'on appelle du poumon, puisqu'il y a un microbiote dans le poumon, qui devient assez stratégique aussi en interaction avec l'autre. Qui sont les premiers colonisateurs de microbiote du poumon? L'alimentation, parce qu'il est plus près de la trachée. Donc voilà, quand vous alimentez peut-être dans les crus aussi au tube digestif, il y a peut-être un peu qui va partir d'un poumon, et qui pourrait peut-être aussi avoir un positif. Là, c'était vraiment un versus qui était relativement fort parce que parfois les études sont plus ou moins fortes, plus ou moins bien construites. Là, il y avait une comparaison qui était assez directe avec le UHT. Pour le coup, c'est un micro-organisme avec une vraie différence qui était marquée. Ce qui nous incite là quand même à penser, c'est plutôt les micro-organismes du lait. Alors, il peut y avoir un peu de la transformation, c'est pas exactement le même lait, mais n'empêche que la grande variable entre le UHT et les crues, c'est son microbiote. C'est la première variable. Si on en avance encore un tout petit peu plus loin, alors c'est très récent, ça date de la fin de l'année dernière, avec une étude, je pense, très stratégique. Alors, allergie, je sais pas, je pense qu'il faut être un peu du domaine pour connaître, mais c'est le meilleur journal en fait, de recherche scientifique sur le domaine de l'allergie. Il est Nature et les Sciences, et là, dans le domaine, l'allergie, c'est le meilleur. Donc, ça place aussi des éléments de recherche, c'est que ça peut être une recherche de pointe qui met dans les meilleurs journaux au niveau international, et qui peut vraiment être très importante. Et dans ce papier-là, en fait, ils avaient démontré, alors pour le coup, on se rapproche un peu des queues, mais pas tout à fait, parce que c'était plus l'approche fromage. Ils n'avaient pas différencié fromage et fromage lait cru, donc il y avait probablement du lait cru, mais pas que du fromage lait cru. Mais avec aussi un effet protecteur. Alors là, c'était assez intéressant parce que c'est parfois les conséquences qu'on peut avoir d'un régime alimentaire à très long terme. Donc là, regardez, l'impact, il n'est pas tout de suite, l'impact il est à 6 ans. Donc les enfants qui avaient consommé du fromage les 18 premiers mois, à 6 ans, ils avaient moins d'énergie. Donc voilà, le risque il se passe tout de suite. Les effets bénéfices. Les bénéfices sont larges, les effets bénéfiques. Voilà, ça doit être un temps de décalage dans la vie, et c'est aussi une façon à communiquer, mais c'est plus difficile à démontrer pour le coup. J'avance un tout petit peu, alors c'est plus des éléments de résumé, mais à discuter avec vous. Quand on regarde un cru, je pense que ce qui est important, c'est de bien différencier composantes biochimiques et microbiologiques avec à la fois des messages qu'on peut avoir et qu'on peut valider. Rappelez que sur le plan biochimique, le lait, un lait cru, c'est aussi des protéines de qualité, des lipides de qualité, des minéraux, des vitamines. Voilà.
l'aspect nutritionnel, je pense qu'il est vraiment important. On l'oublie, hein, parce que dans une civilisation occidentale, on a une abondance d'aliments et de nutriments, n'empêche que c'est des aliments de qualité. Nutritionnellement, c'est quelque chose qui est très intéressant et très important. Je vous ai dit qu'il y a plus de la fermentation en elle-même, des acides organiques, des peptides, des vitamines, tout ce qui peut être encore peut-être même inconnu par rapport à aujourd'hui à la recherche scientifique. Ces procédés de fermentation sont vraiment intéressants et peuvent nous permettre d'aller plus loin. Les buts de la fraction microbiologique, je vous l'ai dit, je suis passé vite, mais je pense que c'est assez important, c'est les mécanismes vivants qui sont associés. Et cette richesse-là, notamment par rapport sur lequel je pense on peut bâtir, et notamment c'est bien comprendre quel peut être l'impact totalement au niveau intestinal. Et si on va tout petit peu loin, parce qu'il faut toujours parler en fait, des points négatifs, je pense qu'il ne faut absolument pas les cacher, il faut les mettre, par contre il faut essayer de trouver le bon équilibre. Voilà, enfin un fromage, c'est clair, la sauce laitière est plus rare. Alors parfois c'est du bon gras, des équilibres saturés de l'acétylène sur lesquels on peut aussi communiquer. C'est du sel, mais à la fois pas plus que pas mal de produits. Et pour faire un fromage, il faut aussi du sel. Mais ça n'est pas que du gras et du sel. Voilà, comme parfois le message est tendance un peu à passer. Et les moyens d'infection microbienne, c'est clairement ce risque pathogène qui est là, qui existe. Voilà. Il faut bien l'appréhender. Il n'est pas zéro, je pense qu'il ne sera jamais à zéro. Voilà. On travaille avec des comités qui sont un peu indéfinis, mais qui doivent quand même être bien pris en compte. Je vais encore un tout petit peu plus loin. En focusant sur ma composition à la fois microbiologique, c'est se dire que nous, c'est un champ de recherche qu'on est en train de vraiment développer le plus fortement possible. Cette diversité-là, quel impact est là? Quel impact? Parce qu'on a beaucoup de bactéries lactiques, ok. Mais il y a des autres espèces de bactéries, puis des levures, qui sont aussi potentiellement intéressantes, et puis aussi ce qu'on appelle l'effet cocktail. On en parle beaucoup pour les polluants, quelque chose qui a changé un peu notre vision aussi de l'impact des polluants, mais je pense que c'est aussi vrai pour un microbe. Peut-être associés, qui ont un effet démultiplié, qui peut se mesurer différemment en termes de recherche. Ce qui est aussi bien avancé et sur lequel on travaille, c'est la question, donc, je l'ai dit, du microbiote intestinal, sa modulation. On cible particulièrement l'intestin grêle, alors je suis là un petit peu vite peut-être au début, je dis les niveaux de population, vous voyez, plus ça va, plus on s'en va collant, plus ils augmentent. Mais dans l'intestin grêle, les quantités de bactéries microbiennes qui sont présentes, c'est 17, 18. Quand vous mangez un fromage, 30 grammes de fromage, vous n'êtes pas très loin de ces doses-là. Vous avez une interaction qui peut être relativement proche en termes de nombre, avec un effet nombre qui est relativement proche. Et ça fait partie des sites d'intérêt, et bien sûr l'immunité, notamment intestinale, mais éventuellement aussi systémique. Et dernier petit point, c'est pour être un peu iconoclaste, mais j'y crois beaucoup, pour le coup. Aujourd'hui, on pense aussi que même vis-à-vis de cette pathologie, c'est un risque, je pense que le risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le fromage aurait presque plus un effet bénéfique que négatif. Voilà. Il y a 3-4 études qui sont sorties récemment qui vont complètement à l'inverse de ce qu'on nous disait il y a 10 ou 20 ans. C'est assez intéressant sur l'hypertension parce que ça a été identifié dans les années 90, les Canadiens ont fait aussi l'épidémiologie des corrélations, et ils se rendaient compte que finalement, les gens qui mangeaient du fromage étaient plutôt hypotendus que hypertendus. C'était juste une observation. Maintenant, on commence à avoir quelques idées, par rapport à quelques molécules, quelques chroniques qui pourraient avoir un impact. Aujourd'hui, on est complètement en rebours de ce que les cliniciens présentent et proposent à leurs patients. Je pense que ça doit se travailler, on doit faire une recherche, ça peut être des choses qui peuvent bouger, jusqu'aux effets anti-inflammatoires ou antioxydants, où là, pour le coup, on a plus de données, mais qui ne sont pas forcément liés au fromage et sur lesquels on peut bâtir. Et juste pour vous dire, du coup, je n'ai pas présenté mon communauté. On travaille pour le coup à Aurillac, principalement, mais aussi à Montferrand. On dit travaille sur le fromage, notre nom c'est une clinique de recherche sur le fromage, donc on sait sur quoi on bosse. Et on essaie de travailler vraiment ces questions-là, mais avec une vision assez globale. On a des approches très systémiques parfois sur la production du lait, qu'on peut revoir. Quand on parle d'hygiène, ça commence déjà là. De la façon de le produire, des approches techno, des stratégies de préservation. Là aussi, c'est pour faire le lien, c'est réduire le risque. On travaille aussi avec vous sur ces questions-là, et de plus en plus, c'est les bénéfices santé qu'on essaie de démontrer, et qu'on essaie de structurer, et je pense que ça va être vraiment important, parce que face à la santé, je crois qu'on peut mettre que de la santé. Voilà, face à la santé, le goût, c'est peut-être pas facile à vendre, même vis-à-vis de la TGL, il faut des arguments un peu solides sur les aspects santé, il faut essayer de les construire, et c'est une façon aussi de les construire avec vous.